Bonjour Vincent. Bonjour Félix. Donc on se retrouve à Vouzeron, on est chez Vincent Lalande pour voir ce que c'était que l'optimisation d'un arc. Donc juste rapidement, après je laisserai Vincent se présenter. Quand on arrive et qu'on achète un arc, ça ressemble à ça, il est encore neuf avec l'étiquette. Et après une bonne journée de travail, Grosse journée de travail. on arrive à un arc optimisé, fait pour moi. Voilà, Vincent, je vous laisse vous présenter, nous expliquer ce que vous faites en général et ce qu'on a fait là particulièrement. Donc Vincent Lalande, vous l'avez dit Félix, Vincent Lalande Archerie, on a un atelier d'optimisation d'arc. Alors optimiser c'est rendre plus efficace le matériel. On se focalise beaucoup sur le matériel parce que c'est visuel. Voilà, effectivement vous avez présenté l'arc nu puis ensuite l'arc équipé. On pourrait se dire si c'est si long à faire, c'est qu'il ne doit pas être très doué parce qu'il n'y a pas grand chose à monter. En fait, chaque étape est importante et surtout, il n'existe strictement aucun arc à mécanisme qui fonctionne d'origine, quel que soit son prix, quelle que soit la marque. Et donc, une fois que tous les accessoires, on voit l'arc nu, ensuite l'arc monté, tous les accessoires, il y a également le carquois et toutes ces choses-là. Il faut monter des flèches également spécifiquement pour l'arc. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut régler la longe et la puissance. Et attention à ne pas faire par exemple une erreur simple. Il y a des gens qui achètent un arc compound, un arc à mécanisme, en se disant au fur et à mesure je vais augmenter la puissance quand je vais progresser. Sauf que vous changez la puissance, en fait il faut tout refaire. Donc il y a un gros travail à faire pour que la mécanique de l'arc fonctionne, pour que l'axe de propulsion de l'arc soit rectiligne et qu'ensuite la flèche ait la bonne réaction. Donc si je vous comprends bien, typiquement moi le premier arc que j'avais, je l'ai pris, j'ai modifié les deux vis histoire de le rendre plus puissant. Là, on a fait le travail ensemble, je ne touche plus à rien. Ah là, on ne touche à rien du tout. Vous pouvez toucher le viseur si éventuellement votre position évolue, qu'il y a une petite incidence sur les groupements. Les groupements seront bons, on l'a vu ensemble. Ouais. Mais après, par rapport à votre ligne de visée, l'incidence que vous allez mettre sur la mécanique, peut-être votre groupement va se déplacer un petit peu. On touche le viseur, mais le reste, il n'y a plus rien à toucher. On touche plus. Tout est verrouillé, vous avez vu, toutes les vis sont marquées, Mmh. tous les pas de vis sont lubrifiés pour que ce soit un réglage durable. Qu'en utilisation de chasse réelle, la montagne, de l'approche, les chocs thermiques, etc., quelques voyages, il n'y ait pas de rouille qui se mette dedans et qu'on puisse continuer à l'utiliser sereinement. Si tout ça s'est fait, bien sûr, ça prend du temps, ça fait partie du temps dont on parlait. Si tout ça s'est fait, en fait, un arc, il n'y a rien à toucher. Si vous constatez que votre réglage bouge, c'est qu'il y a un problème. Si vous constatez aussi que les pointes de cible et les lames ne touchent pas au même endroit, c'est aussi qu'il y a un problème. C'est tout ce travail qu'on a fait ensemble. Vous avez vu qu'on ne peut pas détailler parce que c'est vraiment 7 heures de boulot. Et puis là, on ne cherche pas à gagner en puissance, en puissance, en puissance. Non, ça Là, sert à il est rien. optimisé, on ne cherche Ouais. pas à avoir toujours plus puissant. Vous m'avez fait un arc en fonction de ce que je vous ai demandé, de ce qu'on a vu ensemble. L'idée, c'est de tirer chevreuil, sanglier, Et puis même plus gros. même plus gros. Même plus gros. Ce qu'il faut penser, c'est qu'avec un arc, sur une arme à feu, la puissance va générer du recul, plus ou moins. Mais sur un arc, la puissance, elle vient de vous. Donc c'est vous qui allez devoir armer. Et face à un gibier armé confortablement, sans faire de gestes excessifs, à courte distance pour ne pas se faire repérer, si l'arc est trop puissant, vous ne pourrez pas. Vous avez chaud, vous avez froid, vous avez les moustiques, vous avez fait de l'effort, fatigué parce qu'avec les copains la veille, il y a plein de choses qui peuvent arriver, il faut y penser, ça arrive. Bref, il faut être parfaitement à l'aise quand vous armez. On a toujours tendance à se focaliser parce qu'on fait le parallèle avec une arme à feu, mais alors que ça n'a absolument rien à voir. La pénétration d'une flèche, il faut faire une comparaison par exemple avec un clou. On est tous un peu bricoleurs, vous prenez un marteau avec un clou. Imaginez que vous prenez un marteau énorme, vous tapez comme un fou sur votre clou. S'il se tord, il ne va pas rentrer dans le morceau de bois. Une flèche, c'est pareil. Avoir une puissance énorme, c'est comme avoir un marteau énorme. La puissance énorme, ça vous rassure peut-être sur votre cible, mais lorsque la flèche elle va toucher un gros os sur votre gibier, la pointe est freinée brutalement. Si l'arrière n'est pas parfaitement dans l'axe, à vue d'œil, quand vous entraînez, vous ne le voyez pas. En revanche, la masse, l'énergie qui est contenue dans l'arrière de la flèche, va plier la flèche comme une canne à pêche, ça va la cintrer, elle va frotter, elle ne va pas rentrer. C'est comme le clou qui va se tordre et qui ne va pas rentrer. Donc, la puissance, bien sûr, c'est mieux de tirer plus puissant. Mais il faut surtout penser à son confort et ensuite avoir une flèche qui va voler droit. C'est l'optimisation mécanique qu'on a fait déjà. En 3 minutes, vous avez vu à peu près nos échanges pendant 7 voire 8 heures, je pense. Ouais, pas loin. Ça a été à peu près ça tout le long. Donc,
c'est pas juste de venir optimiser et rendre un arc parfaitement adapté à la personne, c'est aussi un vrai partage d'expérience et de savoir. Ça, Entre passionnés, ça passe toujours. ouais, Ça. non mais c'est un petit intérêt, un gros intérêt même, de venir passer quand même du temps pour comprendre en fait mécaniquement ce qui se passe pour une flèche. Maintenant, on va parler réellement de l'optimisation. Par quoi on a commencé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour commencer avec cet arc? Alors effectivement, des composants, ce qu'on vient de résumer. Donc on part d'un arc nu. La première chose à faire, c'est de monter tous les accessoires. Là, on a visé à équiper un arc de manière simple, mais efficace pour être pratique sur le terrain. On a déjà donc monté un repose-flèche. Rien que là, il y a quasiment une demi-heure de travail. Lubrifier les vis, dégraisser les pièces avant de coller les petites feutrines qui rendent le repose-flèche silencieux en action de chasse, qui est évidemment essentiel. Ensuite, monter un viseur, monter la platine de carquois, monter les amortisseurs de vibration. Les amortisseurs, vu qu'on est dessus et que c'est quand même le côté, on va dire, un des côtés les plus esthétiques. Ouais, la petite customisation qu'on voilà, a fait, oui. C'est pas juste esthétique. Ah Il y a non. un vrai intérêt. Ah oui, oui, oui. Là, on n'est pas juste en train de mettre de la couleur. Non, non, on pourrait les mettre noirs, voilà, après on a choisi de se faire plaisir sur cette arme-là. Les amortisseurs, ils ont pour but d'amortir les vibrations, notamment de manière audible pour le gibier, mais aussi pour les vibrations dans l'arc, c'est-à-dire préserver sa longévité. D'accord. En l'occurrence, vous voyez, moi je ne les monte jamais, c'est une technique que j'ai mise au point avec une répartition en fonction du régime vibratoire, mais je ne les monte pas sur la corde, contrairement à ce qui se fait souvent, puisque ça représente une masse que l'arc doit pousser en même temps que la flèche, mais cette masse va rester sur la corde. Ce qui est quand même dommage, parce que c'est une partie de l'énergie de l'arc qui ne part pas. Donc c'est monté sur les câbles, en sandwich au milieu de la corde. À chaque décoche, ça va faire un peu comme un cylindre bloc sur de la mécanique. Ça va amortir le choc de la décoche dans l'arc. D'accord. Donc moins de bruit, moins de vibration pour vous, c'est un confort d'utilisation. Même dans la perception, vous savez, de la fraction de seconde où on tire, la perception du vol de la flèche, s'il y a moins de vibration dans l'arc, bien sûr que vous serez plus efficace à ce moment-là. Et puis ça préserve la mécanique de l'arc. D'accord. Donc on a monté tout ça, la visette avec une ligature, surtout pas de ligature sur la corde, parce que ça c'est catastrophique, votre visette elle tournera lentement mais tout le temps. Donc un montage un peu spécifique, extrêmement serré, pour que ça ne bouge pas justement dans le temps. Le déloop au démarrage, alors petit tip, comme on dit en anglais les tips, quand on monte un déloop dès le début et qu'ensuite on règle l'arc, il faut commencer à se poser un peu de questions, parce qu'en fait le déloop c'est la dernière chose qu'on monte. On monte un déloop provisoire, mais on ne sait pas, avant d'avoir optimisé tout l'arc, où il se placera. Mais on en avait quand même un depuis quasiment le début, on en a Alors, besoin. on avait un noir provisoire, on a monté celui-là pour rester dans la thématique customisation, mais c'est la dernière chose qu'on installe, le déloop. Donc on ne peut pas savoir à l'avance la quantité de rotation de la came haute, basse, il n'y a pas de point standard, il n'y a pas d'équerrage, ça n'existe pas. On peut prendre 20 arcs identiques aux vôtres, on n'aura jamais les mêmes résultats. Donc, une fois qu'on a fait tout le montage, justement avant d'arriver à cette étape finale de montage du déloop, ensuite on va s'attaquer au fonctionnement mécanique de l'arc. Donc on va régler l'arc à l'allonge qui est la vôtre. Donc l'allonge, on doit la pondérer par rapport au décocheur. C'est vous, votre envergure, en fonction du modèle de décocheur. C'est ce qu'on a pris notamment tout à l'heure, les mesures qu'on a prises. L'envergure, il y a une petite méthode de calcul, on pondère. Il y a aussi certaines particularités physiques des gens qui ont des difficultés, des scolioses, des handicaps, des choses comme ça, on va pondérer à chaque fois. Là, c'est vraiment la mise à conformité comme on pourrait l'entendre avec une arme à feu. On va régler la longe. Ensuite, on va faire des essais d'armement pour caler l'arc sur votre puissance de confort. Et à partir de ce moment-là, seulement, on pourra s'attaquer au fonctionnement mécanique de l'arc. De manière à avoir un axe de propulsion rectiligne. Vous avez vu, cette phase-là, c'est un arc qui est très facile à régler, qui a vraiment tout est fait pour que ce soit facile. On a eu, je pense, 2h30, 3h avec cette partie-là. Ouais, on est arrivé. La mise au point très fine de tout ce qu'il fallait faire au niveau du fonctionnement mécanique. Une fois qu'on a fait ça, on effectue un diagnostic dynamique. Vous voyez, c'est long, il y a beaucoup d'étapes. Qu'est-ce que vous appelez le diagnostic dynamique? Alors, diagnostic dynamique, c'est on calcule très exactement la puissance de l'arc, avec un peson très précis. Le let-off, c'est la quantité de démultiplication à pied à l'allonge. Et l'allonge de l'arc, c'est 3 valeurs de base qui vont nous permettre, en étant injectés dans un logiciel, de faire un calcul pour déterminer quelle flèche on va pouvoir utiliser pour avoir la déformation exacte. La flèche, lorsque, on prend l'une des vôtres, lorsque la flèche est propulsée par la corde de l'arc, la décoche est assez violente. Au début, comme il y a la démultiplication des cames, il n'y a pas beaucoup de force quand on arme un compound, en pleine allonge, il n'y a pas beaucoup de force. Ça veut dire qu'au début, la flèche, elle est poussée mollement. Quand elle est poussée mollement, il faut que le repose-flèche reste haut, sinon la masse de la flèche va faire que la flèche va tomber.
Ensuite, lorsque les cames reviennent sur la phase de puissance, le pic qu'on passe à l'armement c'est l'exact inverse de la décoche. Donc au début elle est poussée mollement, lorsqu'on passe au pic de puissance, la flèche va prendre, si vous me permettez l'expression, une bonne claque au cul, ça va la pousser fort, et cette grande canne à pêche, elle va se déformer. Si elle ne se déforme pas, elle se met en biais. Il faut qu'elle se décoche, qu'elle se déclenche. On veut qu'elle se déforme. Il faut qu'elle se déforme impérativement, mais qu'elle se déforme juste Donc elle va faire ça dans tous les sens. Les phénomènes, les balisticiens connaissent, précession, nutation, mais qui ne sont pas dus à un vol libre ou à la prise de rigueur dans un canon de carabine. Là, c'est vraiment la poussée à l'arrière. Avec l'éventuel point de contact du repose-flèche. Le repose-flèche, on ne se contente pas de le monter. À cette phase-là, on va synchroniser le rabattement de la fourche. Si c'est un repose-flèche de ce type-là, et pour la chasse, c'est ce qui est le meilleur. On va synchroniser justement sur le cycle de rotation des cames. De manière à ce que la fourche tienne la flèche au début. Et qu'au moment où les cames accélèrent, là, il faut que la fourche disparaisse pour que le tube puisse se déformer sans point de contact qui le dévierait. C'est ça qui nous a pris pas mal de temps. Un bout de temps, parce qu'en même temps, quand on fait cette synchronisation via cette cordelette ici, eh ben, ça met une tension sur la câble et ça change la synchronisation des cames qu'on a fait préalablement. Oui, c'est ça. Tout est une boucle. En fait, tout est lié. Donc, on modifie un petit quelque chose n'importe où. Et il faut ça décale tout le reste. Donc il faut anticiper, affiner à chaque fois. C'est exactement ça. Donc ça c'est quelque chose qui nous a pris une bonne heure. Ah, une bonne heure en plus, oui. En plus, on a une ligature sur cette corde-là qui nous a un peu embêté parce qu'il se trouve que le cordage. On a essayé des choses. Vous avez essayé. Oui, on a fait. Bah, voilà, jamais rien d'acquis. On a fait des tentatives, puis on a trouvé une solution. Donc je vais repartir avec cet arc. Je vais pouvoir le tirer, essayer de réfléchir à ma façon de me placer, même si je n'ai pas reçu le coaching. Et ce qui sera intéressant, ce sera de revenir voir Vincent et de passer à toute la partie coaching. Pour édulcorer votre posture, affiner et faire en sorte justement de percevoir toutes ces petites différences. Exactement, et on en profitera du coup, on parlera plus viseur la prochaine fois, on regardera peut-être pour mettre un autre viseur pour pouvoir tirer un petit peu plus loin. Oui, parce qu'un viseur pour tirer plus loin, il y a un peu plus de mécanique, c'est un peu plus lourd, ça déséquilibre l'arc, c'est aussi pour ça qu'on a fait en 2 fois, il n'y avait pas que le planning, on avait convenu de faire comme ça. Un viseur, le viseur il est assez haut sur l'arc, quand on rajoute à ça le poids d'un carquois sur le côté, ça va engendrer des mouvements, des changements de centre de gravité selon qu'on tire vers le haut ou vers le bas. Et mine de rien, ça a une influence parce que vous allez avec votre main appuyer sur la poignée pour contenir le poids de l'arc sans vous en rendre compte. Ça fait aussi des parties des choses qu'il faut conscientiser. Et du coup, vous allez changer la trajectoire de votre flèche. Donc démarrer avec un viseur simple, ça vaut moins de 30 €. Hein. C'est vraiment un viseur tout simple qui est très bien, qui est très solide, qui est très bien fait. Champ de vision dégagé, jusqu'à 25 mètres, vous chassez tout ce que vous voulez avec ça. Vous êtes pleinement efficace. Avec un seul pin de visée, qui vous permet d'avoir un champ de vision parfaitement dégagé, la visette, le viseur, le pin de visée en plein milieu, une vision concentrique de votre tunnel de tir, qui va vous permettre de vous concentrer sur le vol de la flèche et sur le gibier. On ne pense à rien d'autre. Rien d'autre. On est sur la gestion de son objectif à l'entraînement, en perspective aussi de la chasse, où on verra tout ce qui se passe. Par la suite, on intégrera un viseur plus lourd, on déplacera le carquois pour compenser le changement du centre de gravité. Il y a encore... Ah mais le carquois se règle. Oui, ça veut dire qu'en fait, on ne change pas juste le viseur, il y a encore du coup pas mal de travail. Oui, alors sur la mécanique, la propulsion en elle-même, non, mais on va corriger. Plutôt que de mettre un stabilisateur qui va rajouter souvent plus de look que d'avantage, puisque ça va déséquilibrer l'arc vers l'avant, il n'y a aucune discipline de tir où on demande aux sportifs ou aux chasseurs de bouger son arme ou avant, ou pendant, ou après le tir. Ça n'existe pas. Sauf dans le tir à l'arc, il y a une espèce de style qui consiste à laisser l'arc partir vers l'avant dans certaines disciplines. Très concrètement, je n'ai jamais eu personne qui m'ait apporté d'explication plausible à part le style. Bon, petite remarque comme ça, mais ça, souvent, ce mouvement, il est tout simplement engendré par le stabilisateur ou un viseur lourd qui déséquilibre. Donc on l'a vu, on peut le compenser avec l'intégration d'un carquois qu'on va faire avancer plus ou moins pour garder un centre de gravité parfaitement neutre, donc pas d'influence de la main. Et justement, si on laisse l'arc balancer, souvent c'est parce qu'il est mal équilibré qu'on ne veut pas le contrarier. Mais au lieu de ne pas contrarier un arc mal équilibré, autant avoir un arc équilibré. Donc pas de stabilisateur, on remplace ça pour avoir globalement un arc plus léger parce que c'est quand même... L'arc, on le porte dans la main faible, c'est pesant. Ça fait moins poids. Ouais, c'est même pas qu'une carabine, mais la carabine, on la porte dans la main forte. Là, on le porte dans la main faible. Donc, on va équilibrer l'arc, là par exemple sur le vôtre, avec un carquois qu'on a placé de manière à ce que ce viseur assez léger ne change pas le centre de gravité. Vous voyez, on prend compte bien sûr des flèches, puisqu'en action de chasse, on va être comme ça. Là, on est parfaitement équilibré. Quand on aura un viseur plus longue distance,
On fera le coaching aussi longue distance, etc. Et on va changer la position du carquois pour compenser et rétablir un centre de gravité neutre. Tout ça, ça se réfléchit. Pas pour une question de confort, un petit peu aussi, mais surtout pour une question de ne pas polluer le vol de la flèche. Ouais. Toujours Surtout avec une lame, voilà, Toujours le même l'efficacité, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas des petits détails, c'est pas du perfectionnisme, c'est juste faire les choses comme elles doivent, Oui. enfin c'est comme ça que je conçois, comme elles doivent être faites pour qu'on se garantisse qu'au moment où on appuie sur le décocheur face au gibier, alors on peut louper, voilà, ça arrive, ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps, mais au moins on sait que ça vient pas du matériel. Bon, Vincent, merci beaucoup. Avec grand plaisir, Félix. Je vais repartir à la maison, je vais partir essayer ça, et puis de toute façon, je reviens bientôt Oui, pour voir la suite parce que c'est très intéressant. avec plaisir, entre passionnés, il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. À bientôt, Vincent. À bientôt.